Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Sanon Ousmane, étudiant à l'ESP, l'Université Blaise Pascal. Cet après-midi, je m'en vais vous proposer une présentation sur la thématique changement climatique. Alors, pour aborder cette question de changement climatique, je m'en vais vous proposer un plan que nous allons essayer de suivre pour cette présentation. Comme vous le voyez sur l'écran, dans un premier temps, nous allons introduire, et à travers cette introduction, bien sûr, que vous trouverez quelques définitions relatives à la question du changement climatique. Bien sûr, pour étudier ou après avoir examiné quelques définitions relatives au changement climatique, nous allons voir dans un second temps les causes et les effets liés au changement climatique. C'est-à-dire en quoi est dû le changement climatique et quelles peuvent être les conséquences sur l'environnement. Et au troisième point, nous allons nous demander que faire, bien sûr, face à des problématiques ou des difficultés. Il y a lieu de se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire ou encore que faire. Ce qui nous amène directement à un quatrième point qui se trouve être des solutions ou des propositions de changement, des propositions de solutions pour remédier à la question du changement climatique. Remédier, c'est trop dit, pour atténuer les effets, si vous voulez, du changement climatique. Dans un quatrième point, toujours dans le sens des propositions de solutions, nous allons mener une approche de la question sous l'angle des compétences. Ensuite, au sixième point, pour terminer, nous allons faire une conclusion qui nous permettra de faire un bref résumé de la question. Alors, comme introduction, tout de suite, nous dirons que les changements climatiques ne datent pas d'hier. Les modifications de notre climat sont en effet aussi anciennes que notre planète Terre. Les grandes tendances de la température planétaire au cours des temps géologiques montrent que le climat a été généralement plutôt chaud, hormis au cours des 5 ères glaciaires. La dernière étant celle du Quaternaire, dans laquelle nous vivons actuellement. Le changement climatique actuel n'est cependant pas à considérer comme une modification ordinaire. Par son ampleur et sa rapidité, le réchauffement de notre climat peut réellement être qualifié d'extraordinaire dans l'histoire de notre planète. Toujours au niveau de l'introduction, nous passons à la notion de changement climatique comme définition. Un changement climatique
que nous pouvons encore appeler dérèglement climatique correspond à une modification durable des paramètres statistiques du climat global de la Terre ou de ses divers climats régionaux. Alors ces changements peuvent être dus à des processus intrinsèques à la Terre, d'une part, à des influences extérieures ou encore plus récemment même aux activités humaines. C'est pour dire que ici nous sommes servis des causes du changement climatique pour pouvoir faire une définition. C'est-à-dire à travers cette définition qui est proposée, nous voyons les causes déjà qui peuvent être liées à cette question du changement climatique. C'est ainsi que dans les travaux de GIEC, le terme changement climatique fait référence à tout changement dans le temps, qu'il soit dû à la variabilité naturelle ou aux activités humaines. Cela se trouve au niveau du site confidentiel, au site officiel de GIEC. Alors ici, c'est pour dire que cette question du changement climatique dépend non seulement de la nature elle-même, mais aussi des activités de l'homme. Toujours dans le sens de la définition du changement climatique, il est également appelé réchauffement global ou planétaire, aussi que le changement climatique est un phénomène d'augmentation des températures moyennes des océans et de l'atmosphère au niveau planétaire depuis une soixantaine d'années. Peut-être qu'au cours de notre développement, nous allons revenir sur cette question de soixantaine d'années. Le mot climat provient du grec climat, il s'écrit avec K, qui signifie inclinaison. Cela évoque le rôle majeur de l'inclinaison des rayons solaires sur la surface terrestre. Alors, du coup, puisque nous parlons de grec, ça nous renvoie à l'étymologie du mot qui nous rappelle que la température moyenne de notre planète est influencée au moins en partie par le cycle naturel de notre Soleil. Cependant, la hausse actuelle de la température est trop forte pour être exclusivement liée à l'activité solaire. Nous pouvons peut-être nous attarder juste une minute sur cette question qui traduit ici le rôle joué par l'homme au niveau de la problématique liée au changement climatique. C'est pour dire que l'homme est en grande partie responsable des changements climatiques. Alors, après avoir donné quelques définitions, nous pouvons passer aux causes et aux conséquences ou encore aux effets liés au changement climatique. Ça veut dire que quelles sont les causes ou qu'est-ce qui est à l'origine du changement climatique en nous. Ici, la question principale ou la préoccupation principale n'est pas de savoir directement, ou encore la question ici, ou le défi, c'est d'être capable de comprendre quel est le degré de responsabilité de chaque cause. C'est-à-dire que les causes seront connues
mais c'est des questions de responsabilité ou des degrés de responsabilité plutôt. C'est-à-dire quelles sont les causes qui sont plus ou qui jouent plus de rôle au niveau du changement climatique. C'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons considérer plus comme cause liée au changement climatique. Alors à ce niveau, la pollution est citée en premier lieu, notamment à cause de l'émission de plus en plus importante de gaz à effet de serre. Le plus connu au titre des gaz à effet de serre est le CO2. Mais il y a également le méthane ou l'ozone troposphérique. Les CFC utilisés dans les appareils produisant du froid sont aussi considérés. Les appareils produisant du froid, nous voulons parler des frigos, des climatiseurs, etc. Alors, à travers ce graphique que vous voyez devant vous, nous voyons l'augmentation de la température liée à la production peut-être de plus en plus importante du CO2, du gaz à effet de serre. C'est le CO2 ici qui est plus connu en termes de gaz à effet de serre, qui est beaucoup à l'origine du changement climatique. Si vous voyez bien sur la figure, c'est à partir des années 1950 que nous assistons à l'augmentation aussi bien de la température que du CO2. C'est ce que nous disions tout à l'heure. Les années 1960 fait allusion les 60 plutôt dernières années, ce que nous avons traduit dans la définition du changement climatique fait allusion aux années après 1950. Peut-être que c'est après 1950 ou à partir de 1950 que nous assistons à l'augmentation très poussée de la température, c'est-à-dire à la production excessif, si on peut le dire, du CO2. Alors, ce graphique traduit l'évolution des températures et de la concentration en CO2 depuis l'an 1000. La source de ce graphique, c'est le GIEC. Alors, au titre des causes liées au changement climatique, l'activité humaine est beaucoup plus citée. C'est dire donc qu'elle est en partie responsable du réchauffement climatique. Ici, le réchauffement climatique va concerner la production excessive du CO2 qui envahit notre planète Terre, ce qui du même coup entraîne le changement climatique. Alors, étant donné que le réchauffement climatique coïncide avec le développement industriel, l'activité humaine a été rapidement pointée du doigt. Évidemment, ceci est normal parce que le gaz à effet de serre, notamment le CO2, est plus produit par l'homme, bien sûr, au cours du développement industriel. Alors la communauté internationale a alors fondé le GIEC, c'est un groupement, dans le but d'étudier la problématique liée au changement climatique. C'est dire ici que les causes du changement climatique sont des phénomènes
climatiques extrêmes que nous assistons, des raisons aussi sont devenues, des saisons également sont devenues très instables, les niveaux des mers augmentent, les glaciers également fondent massivement. En ce qui concerne les phénomènes climatiques extrêmes, nous pouvons citer les tempêtes, les sécheresses, les précipitations abondantes qui arrivent de plus en plus fréquemment. Alors, pour les sécheresses dont nous parlons, cela nous amène à penser au Sahel. Le Sahel qui a connu une épouvantable catastrophe, si on peut le dire, c'est la famine qui a frappé le Sahel dans les années 70. Et les causes étaient liées aux activités humaines. Notamment, il y avait le pâturage qui était excessif. Il y avait également la coupe de bois. Tout cela a conduit au réchauffement de la terre à travers les équations, si on peut le dire, à travers les éléments qui caractérisent l'atmosphère. Alors, cette famine a duré près d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire jusqu'en 1990 pratiquement. C'était donc une sécheresse à l'époque qui a duré près d'une vingtaine d'années. À ce niveau, c'est-à-dire au niveau du Sahel, le surpâturage, il faut le dire, provoque un changement d'albédo du sol. Parce que ces derniers entraînent par une cascade d'effets une modification de la circulation et des pluies de la région qui était semi-aride. Au titre toujours des causes, nous pouvons parler, ou nous avons cité ici les saisons qui sont devenues très instables. Et cela entraîne des effets qui sont, ou encore des conséquences liées à l'agriculture, ou des conséquences sur l'agriculture et sur la faune et sur la flore. C'est pour dire que cela peut entraîner la famine dans la zone qui est en cause en ce qui concerne les changements climatiques. Il y a également les niveaux des mers que nous disions tantôt qui montent, ce qui constitue toujours une menace pour des millions de personnes vivant à proximité des côtes. Toujours des causes et des effets. Les glaciers qui fondent massivement et qui met en danger alors l'approvisionnement en eau de nombreuses personnes. Tout cela, il faut le dire, est en grande partie lié aux activités humaines. Il y a également la question de la biodiversité qui est déjà sous pression, ce qui a entraîné la pollution, le déboisement, la perte d'habitat, surpêche. Alors le changement climatique rendra la survie de nombreuses espèces déjà problématiques encore plus problématiques. Ici, vous voyez les effets du changement climatique sur la biodiversité, ce que vous voyez devant vous. Toujours dans les causes et les effets, nous pouvons citer l'extinction de la zone et de la flore.
par la modification ou la disparition des écosystèmes, menace directement de nombreuses espèces. Cela a été estimé par des chercheurs que 20 à 30% des espèces seront exposées à un risque accru de disparition si la température augmente de 1,5 à 2,5 degrés. Alors, si ce chiffre devait atteindre 3,5, alors le pourcentage grimperait entre 40 et 70%. Alors, c'est pour dire que les effets des changements climatiques sont aussi importants qu'il faut prendre en considération. Alors, mais cette question devient plus problématique qu'il faut donc se pencher là-dessus afin d'apporter quelques propositions ou encore d'atténuer les effets liés au changement climatique. À ce niveau, bien sûr, on se pose la question: que faire? Alors, quelques propositions de solutions sont proposées. Il faudrait limiter, ou encore pour limiter les conséquences négatives des changements climatiques, les scientifiques et les chercheurs ont toujours fait des estimations pour dire que le réchauffement de la Terre ne peut pas dépasser 2 degrés Celsius par rapport au niveau de température d'avant la révolution industrielle. Mais il faut le dire que nous nous dirigeons, selon les chercheurs, de plus en plus vers le seuil critique qui a été fixé à 1,5 degrés Celsius. Alors, qu'est-ce qu'il faut proposer afin d'atténuer cette question ou des effets de cette question de changement climatique? Alors, pour limiter le réchauffement de la planète, nous devons réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80% à 95% d'ici 2050 par rapport à la quantité émise en 1990. Bien sûr, ce sont des propositions de chiffres données par des chercheurs qui se sont intéressés à la question du changement climatique. Et ils se sont d'ores et déjà projetés en 2050. C'est pour dire donc qu'il faut que nous diminuions l'émission de gaz à effet de serre de 80 à 95% d'ici 2050. Alors, de nombreuses études démontrent toujours déjà que cet objectif est réalisable. Mais il faut entreprendre d'urgence des actions d'envergure, et cela à tous les niveaux. Alors, au titre toujours des propositions de solutions au changement climatique, nous citons également le développement des énergies renouvelables. Ici, les énergies renouvelables, ce sont les solaires, les énergies solaires, éoliennes et hydrauliques. Alors, d'ores et déjà, à ce niveau, il faut dire qu'au Burkina, déjà chez nous, il y a des politiques publiques qui sont déjà sur ce chantier, ou encore des actions déjà ont été entamées dans le sens d'une production ou dans le sens d'un développement des énergies renouvelables, notamment les constructions
des centrales solaires et également des barrages hydroélectriques qui sont déjà prévus dans les politiques publiques à mener au Burkina Faso. C'est pour dire donc que la question a été déjà prise en compte au niveau des politiques publiques dans notre pays. Toujours les solutions face au changement climatique, nous devons nous pencher sur cette question d'éducation en matière de changement climatique et d'adaptation. Tout cela pour un mieux vivre ensemble. Pour un mieux vivre ensemble, ici, ça fait allusion à nous et à notre cadre de vie, notre environnement. Alors, ce qui est recherché ici, en matière de changement climatique, c'est d'impliquer les citoyens dans des actions d'atténuation et d'adaptation. Ça, il faut le dire. Nous devons tous participer dans cette atténuation ou cette adaptation de nos comportements face aux réalités que nous vivons. Car pour un mieux vivre ensemble, il nous faut changer de comportement. Mais il faut également souligner que ces objectifs posent des défis majeurs, car ils impliquent des changements dans le comportement aussi bien individuel que collectif. Ça veut dire que chacun de nous est appelé à changer son comportement vis-à-vis de notre environnement. Cela pour toujours un mieux vivre ensemble. Car n'oublions pas que c'est notre seul cadre de vie que nous avons, notre planète Terre. Alors il faut l'entretenir. Pour l'entretenir, il faut que chacun de nous y mette du sien. C'est pourquoi nous parlons au titre des défis majeurs qu'il faut des changements de comportement aussi bien individuels que collectifs. Alors il y a également la nécessité d'une éducation au développement durable. Bien sûr, cette question évoquée, notamment la question de l'éducation au changement climatique, nous amène tout doucement à une question d'éducation au développement durable. Le développement durable, qui est un mot qui a été dit ou a été rappelé pour la première fois dans le rapport Brundtland, pour la première fois en 1987. Ce rapport nous donne une définition qui, jusqu'à ce jour, est la plus officielle quant à la question ou au concept de développement durable. Le rapport de Brundtland dit que le développement durable est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Alors, nous pouvons juste faire un bref rappel pour dire que pourquoi Brundtland, c'est bien Madame Harlem Brundtland, qui était à l'époque ministre norvégien de l'Environnement, qui est à l'origine de cette définition, d'où le nom du rapport, qui est rapport Brundtland, qui a été rédigé en 1987. Alors, il faut dire qu'avant cette question du rapport de 1987, il y avait des notions qui étaient développées, des notions ou le concept de co-développement, le concept
d'éco-développement qui a été beaucoup plus évoqué par l'économiste Ignacy Sachs, qui définit l'éco-développement comme un développement socialement incluant et respectueux de l'environnement. C'est bien de Sachs. Alors, il dit que les 3 piliers également de l'éco-développement sont les suivants pour lui. Il y a self-reliance, il y a la prise en charge équitable des besoins essentiels de chacun, et en 3e pilier, il y a la prudence écologique. Mais qu'est-ce que nous mettons dans ce pilier de self-reliance? Ce pilier de self-reliance, c'est pour favoriser l'autonomie de décision. L'autonomie de décision et l'émergence de modes de développement alternatifs qui tiennent compte du concept historique, culturel et écologique propre à chaque pays. Et pour le second pilier, notamment la prise en charge équitable des besoins essentiels de chacun, ces besoins, qu'ils soient matériels ou immatériels, et en particulier celui de se réaliser une vie qui est vraiment un sens. Quant au 3e pilier qui est la prudence écologique, c'est la recherche d'un développement harmonieux avec la nature, c'est-à-dire un développement en harmonie avec la nature. C'est pour dire donc que le concept d'éco-développement également était évoqué à côté du concept de développement durable. L'éco-développement a été, ou encore le chef de file de ce concept, ou le défenseur de ce concept, c'est bien sûr Ignacy Sachs que nous avons cité tout à l'heure. Alors, que faire toujours pour cette question du changement climatique? Il y a la communauté internationale, vu l'ampleur de la production déjà de gaz à effet de serre, s'était réunie ou a tenu des conférences, des grandes conférences, où le premier a lieu à Stockholm en 1972 pour parler de la question de l'environnement. C'était le premier sommet de la Terre. Alors il faut dire qu'au cours de ce sommet, qu'il y a eu des divergences entre les pays du Nord et les pays du Sud. Les pays du Nord, dont l'objectif était le développement économique. Et ce développement avait des effets sur l'environnement, ce qui posait un problème pour les pays du Sud qui n'étaient pas bénéficiaires de ce développement. Et c'est au cours de ce sommet qu'il y a eu la création du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a permis toujours de porter cette question de l'environnement lié au changement climatique, bien sûr. Alors il faut dire que cette concurrence pourrait être considérée comme un échec, car il n'y a pas eu tellement de consensus entre les parties prenantes. Je veux parler des pays du Nord et des pays du Sud quant aux objectifs des uns et des autres, aux préoccupations des autres. Mais ce qui a été peut-être un atout après cette première conférence ou ce premier sommet de Stockholm, il faut dire qu'il y a eu une commission mondiale pour l'environnement et le développement qui a été mise en place
en 1983 au sein de l'ONU. Et cette commission a travaillé pendant 5 ans pour donner, n'est-ce pas, un rapport, et c'est ce rapport qui est notre rapport Brundtland en 1987. C'était juste pour faire un aperçu sur cette question du développement durable, pour dire que ça a d'abord commencé par une question environnementale. Il fallait trouver une solution car un ensemble de problèmes était posé, un problème économique, un problème social et un problème environnemental qui était posé à l'humanité. Alors au titre des conférences, toujours, il y a eu également la deuxième conférence en 1992 qui s'est tenue au Brésil, à Rio de Janeiro, où il y a eu la question de l'agenda 21. L'agenda 21 qui est un document qui donnait un ensemble de propositions non contraignantes sur lesquelles peut-être qu'on peut s'engager ou pas en ce qui concerne la question du développement durable. L'agenda 21, juste pour faire allusion au 21e siècle. C'est des engagements qui ont été notés, non contraignants bien sûr, et chaque pays devrait voir s'ils doivent s'engager ou pas. Alors, il y a eu une troisième conférence qui a eu lieu également, notamment la conférence de 2002 en Afrique du Sud, à Johannesburg précisément. Tout cela était une conférence dont l'objectif visé était pour avoir des solutions quant à la production massive des gaz à effet de serre, c'est-à-dire la question environnementale. Alors, après ce bref aperçu, nous voyons toujours, en ce qui concerne les propositions de solutionnement, la question, toujours dans un aperçu, le développement soutenable qui a été développé par le rapport de l'Union internationale de conservation de la nature publié en 1980. C'est pour dire qu'à côté du développement ou le concept de développement durable, il y avait également un concept de développement soutenable ou sustainable development en anglais si on peut le dire, à côté du développement durable. Juste pour dire encore que cette question de durabilité, sur cette question de durabilité, il y avait également des tendances, parce qu'il y avait la question de durabilité forte et puis une question de durabilité faible. Alors pour rappeler que la durabilité forte ici reconnaît à la nature des spécificités, des qualités que le marché ne peut pas produire. Mais par contre, la durabilité faible reconnaît que l'environnement est un bien comme tout autre. C'est ça également qui était des tendances à peu près en ce qui concerne cette durabilité évoquée par des tendances différentes. Alors, si nous nous rappelons toujours en ce qui concerne ce rapport, nous disons que le rapport va donner une autre piste de réflexion en partant du constat que le monde ne fait pas face à des crises isolées. Pas du tout. Il veut parler comme crise isolée, une crise de l'environnement, une autre du développement et une autre énergétique. Non, des crises, il n'y en a qu'une. Alors, il faut maintenant penser ensemble, toujours dans le volet que faire pour la conservation de notre environnement, pour un mieux vivre ensemble. C'est pour dire qu'il faut maintenant penser ensemble le développement et l'environnement. L'environnement étant le milieu où chacun de nous vit et le développement
est ce que nous essayons de faire pour améliorer notre sort à l'intérieur de ce même lieu. Les deux, alors, restent inséparables. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est une nouvelle ère de croissance économique, une croissance vigoureuse et en même temps socialement et environnementalement durable. Alors c'est donc par la prise en compte de l'environnement que le développement devient durable. Cette durabilité a été évoquée tantôt à travers la notion de durabilité forte et de durabilité faible. Durabilité forte qui reconnaît à la nature ses spécificités et ses qualités, et durabilité faible qui considère que l'environnement est un bien comme tout autre. Alors, toujours dans la perspective de solution à cette question d'atténuation ou d'adaptation, il y a la question de l'éducation au changement climatique dont nous avons parlé un peu plus haut. Mais ici, l'éducation au changement climatique se réfère à une éducation au changement climatique en vue du développement durable et CCDD. Cela a donc un rôle central à jouer en aidant le public et surtout les jeunes générations à comprendre les enjeux et à se sentir concernés, à changer de style de vie pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et également à s'adapter à l'évolution des conditions locales. Ici, nous insistons beaucoup sur les émissions de gaz à effet de serre dont l'homme est beaucoup plus cité, ou encore la question de l'émission de gaz à effet de serre est de la responsabilité de l'homme. Si l'éducation au changement climatique en vue d'un développement durable est nécessaire à tous les niveaux, dans des contextes d'éducation formels et même non formels, il faut souligner que la sensibilisation des jeunes enfants à qui on a fait comprendre les enjeux est finalement le meilleur moyen de modifier les comportements et les attitudes. Alors à ce niveau, nous allons également ajouter qu'il ne s'agit pas seulement des jeunes enfants, mais également toute la population. Tout le monde est impliqué. Nous, chacun de nous, même des adultes, nous sommes tous appelés à un changement de comportement ou à mesurer les enjeux de la détérioration de notre cadre de vie, de notre milieu de vie. Et cela nous permettra d'avoir un meilleur cadre de vie pour un vivre ensemble. Alors pour être pertinent et comprise, l'éducation au changement climatique en vue du développement durable, changement climatique en vue du développement durable doit s'adapter au contexte local et privilégier la transmission de connaissances et de pratiques traditionnelles aux apprenants. Toujours dans ce volet de propositions de solutions, nous avons jugé, ou encore il a été jugé pertinent, d'amener une approche par compétence. Parce qu'il faut le rappeler, cette question du développement durable est pluridisciplinaire. Ici, pluridisciplinaire parce que nous avons des économistes, des géographes, et même des médecins. Je vais parler de la question de la santé, qui est en lien avec la question sociale. C'est dire donc que cette question étant pluridisciplinaire, pour approcher
la question des changements climatiques, ou la question plutôt de l'éducation au développement durable à travers l'approche par compétence pour remédier aux effets des changements climatiques. Il nous faut traduire, ou il nous faut passer par une approche par compétence qui nous donne ou qui nous montre ici les spirales des 5 compétences. C'est-à-dire que nous allons nous référer à des spirales des 5 compétences qui ont été développées par la conférence des présidents d'université et la conférence des grandes écoles à travers, bien sûr, un document ou un guide former les acteurs d'un développement durable. Alors, parmi ces 5 compétences, nous avons la première, qui est une compétence à avoir une vision systémique et la mettre en œuvre. La deuxième, c'est la compétence à avoir une vision prospective et la mettre en œuvre. Ici, la question n'est pas de l'avoir, mais nous insistons beaucoup, ou encore le guide insiste beaucoup sur cette question de mise en œuvre, c'est-à-dire agir. Ensuite, nous avons l'articulation entre les compétences individuelles et celles collectives. Au quatrième, compétence transversale, nous avons la compétence à permettre et accompagner les changements. Et enfin, la compétence à exercer sa responsabilité dans un cadre éthique. Toutes ces compétences sont bien sûr transversales, ça veut dire qu'ils sont liés. Il ne suffit pas d'avoir une compétence pour permettre et accompagner les changements. À part, et d'autres personnes vont avoir les autres compétences. Non, il faut que ces compétences soient transversales pour pouvoir avoir un résultat. Alors nous voyons déjà à travers cette figure qui a été donnée par le guide les 5 compétences transversales que nous venons de citer. Dans la compétence changement, la compétence vision systémique, la compétence responsabilité et éthique, la compétence collective et la compétence prospective. Alors on pourrait se dire que ce n'est pas en changeant mon mode de vie que je vais sauver la planète. Mais la culture et le mode de vie de millions de personnes ont pourtant un impact considérable qu'il ne faut pas perdre de vue. Il ne faut pas vraiment perdre de vue. Et puis pour réduire notre empreinte sur le climat, on peut envisager 3 domaines d'intervention possibles. Les domaines, c'est le logement, c'est ce que nous mangeons et notre moyen de locomotion. Donc, il appartient à chacun de nous de veiller, d'avoir un comportement ou un regard dans ces 3 domaines. Domaine, ce que nous mangeons, comment nous nous déplaçons et comment nous nous logeons. Toujours dans cette approche par compétence, nous avons pu, ou encore les chercheurs ont évoqué au titre des propositions de solutions pour l'atténuation de l'émission des gaz à effet de serre, qu'il faut que les estimations soient réduites de 80 à 95% d'ici 2050. Alors, le logement, nous venons de voir tout à l'heure qu'il nous faut revoir au niveau des 3 domaines, qui étaient le logement, l'alimentation
et la mobilité et même les loisirs sont responsables de 70% de l'impact environnemental de notre mode de production et de consommation. Ici, cela dénote bien le rôle combien essentiel de l'homme dans cette activité de changement climatique. C'est-à-dire que l'homme a un rôle beaucoup plus à jouer dans l'émission des gaz à effet de serre. C'est-à-dire donc que ces émissions sont beaucoup plus liées à l'activité de l'homme. Ici, les chercheurs ont dit que 70% sont liés à cette question. Alors la société devrait être organisée de façon à ce que chaque individu puisse faire les bons choix pour respecter l'environnement. Nous parlons de chaque individu, c'est pour dire que ça part du volet individuel pour aller au volet collectif. Donc, au lieu de voir une minorité de gens ramer à contre-courant, il faut changer la direction du courant et l'orienter vers une société durable. C'est-à-dire durable sur le plan écologique, c'est-à-dire ce que la Terre peut supporter, équitable sur le plan social et stable sur le plan économique. C'est dire donc que les trois domaines sont cités, notamment les domaines économiques, le domaine écologique et le domaine social. Le choix donc d'un mode de vie durable doit être encouragé et devenir la norme. C'est là pour dire que le développement durable doit être un élément essentiel dans cette recherche d'un environnement pour un mieux vivre ensemble. Toujours dans cette approche par compétence, nous résumons cette question de spirale à travers les 5 compétences qui vient toujours ici qui revient sur la question de responsabilité et éthique, les questions individuelles et collectives, la question en termes de changement, tout ça c'est des compétences, les questions systémiques et la question des compétences prospectives. Alors nous avons vu que la prospective a été prise en compte un peu lorsque nous nous projetons dans la réduction de la production de gaz à effet de serre que nous avons vu beaucoup plus en avant, où nous parlons de la production ou de la réduction d'ici 2050, parce que nous nous situons déjà à l'année 2000 et peut-être 2017, non pas 2050, donc c'est une prospective qui a été faite déjà pour tenir compte du temps. C'est-à-dire que l'avenir ne peut plus être envisagé comme une simple projection de l'actuel. Il doit intégrer l'incertitude et l'imprévisible, selon des scénarios de continuité, mais aussi de rupture. C'est-à-dire que la vision prospective est fondamentale pour se préparer au changement et anticiper des réponses possibles. Alors, à ce niveau, il faudrait que tous les secteurs soient impliqués dans ce changement. Je vais parler, ou encore nous voulons parler des pouvoirs publics, des entreprises, les enseignants, les citoyens, etc. Mais il faut redire, il faut le rappeler que le rôle des pouvoirs publics est déterminant pour assurer la transition de notre mode de vie vers donc une société durable.
C'est dire donc que nous devons, chacun de nous doit jouer sa partition pour atténuer l'émission des gaz à effet de serre. Alors, il est possible que la science trouve les solutions. Du coup, nous passons, il faut le rappeler, où nous nous acheminons vers une conclusion de notre thématique, le changement climatique, pour dire qu'il est possible que la science trouve des solutions afin d'inverser l'accumulation des gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Ça, il faut également le rappeler que c'est trop tôt pour le dire. Par contre, il est clair que chacun de nous doit agir et maintenant. C'est pourquoi il convient de revoir nos habitudes de consommation et encore de revenir à des comportements plus rationnels et économes dans l'esprit de nos grands-parents. En un mot encore pour nous résumer, nous avons essayé d'aborder la question ou la thématique du changement climatique ici, qui, nous le savons bien, est vaste et même très vaste, et nous le savons également que c'est une question ou une thématique pluridisciplinaire. À travers notre présentation, nous avons essayé de donner quelques définitions en nous basant sur celles données par des chercheurs qui ont fait des recherches sur la question. Je vais parler des scientifiques dans le domaine des sciences exactes et même des sciences sociales. Après cette définition, nous avons voulu donner quelques causes ou les causes avec des effets liés à la question du changement climatique pour enfin nous acheminer vers la question de que faire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour atténuer ou encore pour nous adapter à cette question de changement climatique ou à cette question de réduction de gaz à effet de serre. Alors, nous disons que, toujours dans le sens de faire ce résumé, après avoir évoqué la question de que faire, qui nous amène progressivement à une question de solutionnement ou à des propositions de solutions pour la réduction des gaz à effet de serre, dont le rôle de l'homme a été dominant, ou encore l'activité humaine est beaucoup plus responsable de la production de gaz à effet de serre. Cela a été évoqué dans notre présentation, que l'homme est à l'origine de 70% de la production de gaz à effet de serre selon les études menées par les chercheurs. C'est dire qu'il appartient à chacun de nous, où que nous soyons, d'apporter notre pierre dans le sens d'atténuer ou encore de réduire ou encore de nous adapter cette question, de nous adapter à l'effet de réduire la production de gaz à effet de serre. Pour ce faire, nous avons évoqué à travers notre présentation les 3 domaines: ce que nous mangeons, comment nous nous déplaçons et le dernier domaine, comment nous nous logeons. Si nous faisons attention à ces 3 domaines, il va de soi que notre comportement peut aller ou encore peut apporter un plus
pour cette question du changement climatique. Voilà brièvement présenter cette question du changement climatique à travers le plan que nous avons proposé. Alors, bien sûr que la question, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, n'est pas exhaustive. C'est dire donc qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup d'ouvrages, il y a beaucoup de chercheurs qui ont fait des recherches et qui continuent à faire des recherches sur cette question du changement climatique. Nous allons donc vous inviter à relire ou à regarder un peu pour approfondir cette question du changement climatique, le rapport Brundtland de 1987 et le guide de compétences, développement durable et responsabilité sociale qui a été un document que nous avons regardé, et également l'économie, peut-être qu'il ne ressort pas ici, c'est-à-dire que ce n'est pas exhaustif, c'est l'économie du développement durable, mais qui ne ressort pas bien ici, de Catherine Figuier. Et au titre du web, nous avons ce que vous voyez déjà sur l'écran, l'énergie, www.energierenouvelable.fr et www.climatechallenge.be/fr/. Je vous remercie pour votre attention. Merci.